Alors aujourd'hui, on va plonger dans la situation politique au Maroc. On se rapproche des élections cruciales de 2026 et la grande question, c'est qui va diriger le prochain gouvernement? Pour y voir plus clair, on s'appuie sur un rapport d'analyse assez poussé qui révèle des dynamiques qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Notre mission, c'est de décoder ce qui se joue vraiment derrière cette stabilité de façade. Parce qu'à première vue, on pourrait se dire que tout semble clair. Le gouvernement actuel, mené par le RNI du Premier ministre Aziz Akanouche, a une majorité très confortable au Parlement. Et puis il a une carte maîtresse, un immense programme d'aide sociale directe. Ça touche des millions de personnes. Mais, en même temps, ce même gouvernement est très critiqué. On parle d'affaires de conflits d'intérêts, de contrats publics qui seraient attribués à des entreprises du chef du gouvernement lui-même. C'est ce grand écart qui est intéressant à analyser. Mais alors, si tout ne se joue pas sur la popularité ou les critiques, qu'est-ce qu'on est en train de rater? Le rapport suggère que tout, ou presque, tient à un détail technique, presque invisible, dans la loi électorale. Oui, et c'est là que ça devient fascinant, et même un peu contre-intuitif. Tout a basculé avec une modification de la loi en 2021. Et le concept clé, c'est ce qu'on appelle le quotient électoral. Avant, c'était simple. Pour répartir les sièges, on comptait les gens qui avaient réellement voté. Les votes valides, quoi. Maintenant, le calcul se fait sur la base du nombre total de personnes inscrites sur les listes électorales. Pardon, juste pour être sûr que je saisis bien, vous voulez dire que même les gens qui restent chez eux, les abstentionnistes, leur inscription compte dans le calcul pour attribuer les sièges? Exactement. Et ça change absolument tout. C'est un peu, imaginez une course. C'est comme si on ne calculait pas la vitesse du vainqueur sur la distance qu'il a courue, mais sur la longueur totale de la route. Ça ralentit artificiellement tout le monde et ça resserre les écarts en fait. C'est assez fou comme idée. On nous apprend toujours que pour gagner, il faut mobiliser un maximum d'électeurs. Là, le système semble dire que même une énorme mobilisation de l'opposition serait presque inutile, mathématiquement. C'est un peu l'effet recherché, oui. Le but, c'est de fragmenter le Parlement au maximum. Ça empêche un seul parti, même s'il arrive largement en tête, d'obtenir une position dominante. Du coup, ça rend les grandes coalitions, comme celle qu'on a aujourd'hui, structurellement inévitables. C'est un mécanisme qui, dans les faits, favorise le statu quo. Ah, je vois. Donc si je vous suis, le gouvernement peut d'une certaine manière se permettre d'être critiqué sur ses conflits d'intérêts parce que ce mécanisme électoral le protège d'un vote sanction trop fort. C'est exactement l'analyse qui est faite dans le rapport. Le système est conçu pour amortir les vagues. Et ça nous amène au scénario le plus probable pour 2026. Ce que le rapport appelle la continuité du bloc tripartite. Le RNI et ses alliés, le PAM et l'Istiklal, sont les grands bénéficiaires de ce système. Il combine à la fois le levier social des aides et, disons, cette assurance mathématique. Pour l'opposition, comme l'ancien parti au pouvoir, le PGD, un retour devient extrêmement compliqué. Même avec une forte mobilisation, leur gain en voix serait dilué par ce fameux quotient. Mais est-ce que ce n'est pas un pari incroyablement risqué? Si un jour il y a un ras-le-bol général, le fait que le système soit perçu comme verrouillé, ça ne pourrait pas tout faire exploser? C'est le risque sous-jacent. Le rapport ne le dit pas aussi directement, mais il pointe une érosion de la confiance. Quand les gens sentent que leur vote a un impact limité, le risque n'est pas forcément une alternance. C'est plutôt une désaffection encore plus grande, ou une contestation qui sortirait du cadre électoral. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le jeu politique pour 2026 semble un peu biaisé, non? D'un côté, on a le gouvernement qui s'assure une base avec des aides directes, et de l'autre, des règles électorales qui le protègent. C'est une sorte de système à double verrouillage. Tout à fait. Et ça s'ouvre sur une question qui va même au-delà du rapport. On voit bien cette tension entre une légitimité construite sur la satisfaction des besoins matériels, donc les aides sociales, et une légitimité qui, elle, est basée sur la représentation démocratique. La question qui reste en suspens, c'est donc, à long terme, est-ce qu'une légitimité par les prestations peut vraiment remplacer une légitimité par les urnes ?